France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, un jour entre Israël et aussi les États-Unis ce soir. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. Voilà, le Hamas, c'est Daesh, c'est ce que disait cet après-midi Benjamin Netanyahou, et il sera écrasé, il sera vaincu. Bonsoir Raphaël Morave. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. On parlait ici même, monsieur l'ambassadeur, de la formation d'un cabinet de guerre à Jérusalem. Est-ce que ça veut dire que l'opération terrestre dans Gaza est imminente ? Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi imminent ? Ça veut dire quelques jours. Quelques jours, le temps de quoi ? Le temps d'avoir les renseignements nécessaires pour mener une opération terrestre, le temps nécessaire peut-être pour terminer d'entraîner les soldats réservistes, le temps peut-être nécessaire d'avoir tous les apprivoisonnements qu'il y a besoin pour préparer. Voilà, donc les préparatifs sont en cours et c'est imminent. Avec toujours 150 otages entre les mains du Hamas. On ne sait pas quel est le chiffre exact, c'est à peu près là qu'on l'a situé, notamment probablement des Français. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit aujourd'hui, enfin pas aussi concrètement que ça, mais on sait qu'il y a évidemment des otages de beaucoup de nationalités. Est-ce que vous pouvez confirmer que des négociations existent malgré tout pour tenter de libérer les femmes et les enfants ? Pas à ma connaissance. Du tout, parce que c'est ce qui s'était dit, ce qu'on a entendu hier beaucoup. Est-ce que c'est plausible, envisageable qu'on négocie de toute façon déjà ? C'est très difficile à dire. J'ai pas entendu le Hamas qui dit qu'il voulait faire un échange d'une part d'otages. Et deuxièmement, il faut pas oublier que du côté israélien, il ne s'agit pas d'otages, il s'agit de prisonniers, des personnes qui ont commis des actes très graves et pour la raison ils sont dans les prisons. Et comme on a vu dans le cas de Gilad Shalit, qui a été échangé israélien qui a été échangé contre 1027 soldats, il était resté 5 ans prisonnier. Voilà. Et la plupart, c'est la totalité de ceux qui sont revenus à la bande de Gaza, ce n'était pas pour fonder une famille ou vivre en tranquillité, mais c'était pour rentrer de nouveau dans le cycle de la violence et du terrorisme. Mais ce que ça veut dire, Raphaël Morave, c'est que l'idée que des otages vont mourir, l'idée que cette possibilité existe, vous l'avez en tête. L'armée israélienne l'a en tête, et ça fait aussi partie de ce que peut être potentiellement cette opération terrestre. Écoutez, c'est dans les paramètres, on va dire. Le Hamas a la responsabilité totale du sort des otages. Ça a été dit clairement également par le président de la République et les autorités françaises. Et tout ce qui sera fait, c'est de leur propre responsabilité, qu'ils se servent comme bouclier humain ou qu'ils les exécutent ou quoi qu'ils font. Ça veut dire qu'on ne met pas les otages en danger, ça n'est pas un préalable. Le but de l'opération terrestre qui va venir est double. L'un, c'est éradiquer le terrorisme de la bande de Gaza. Et le second, en même priorité, c'est de ramener les otages vivants en Israël. Parce qu'on sait évidemment que le Hamas va utiliser cette carte des otages. Peut-être même va-t-il l'utiliser sur les réseaux sociaux dans le but de faire flancher aussi une opinion publique israélienne qui a déjà été traumatisée. Diriez-vous que l'opinion publique israélienne est aussi prête à comprendre que l'un des paramètres peut être la mort des otages ou de certains des otages? Je pense que la population israélienne est confiante au gouvernement qui va faire la bonne mesure, si je peux dire, entre la nécessité opérationnelle et bien sûr éviter toute perte humaine, que ce soit d'ailleurs de Gazaouis qui sont aussi victimes et qui sont par le Hamas et qui sert comme bouclier humain. Donc il faut nous prenons des précautions aussi à cet égard et bien sûr éviter tout dégât qui peut être aux otages. On va y venir d'ailleurs au Gazaoui, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que les autres pays, le nôtre probablement, les États-Unis et ailleurs, qui ont des otages à Gaza, ont leur mot à dire ou pas ? Est-ce que vous parlez entre vous sur le sort de ces otages ? Oui. Sachant qu'ils sont de diverses nationalités. Oui, bien sûr. Je dis, le sort des otages, c'est le Hamas, mais Israël qui
qui a l'intention et la détermination de libérer ses otages est en contact avec les différents pays qui ont des ressortissants. Vous l'avez dit, vous avez prononcé le mot de victime aussi, avez-vous dit, pour les Gazaouis qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza. On entend bien, vous les avez entendus comme moi, ces voix qui s'élèvent pour dire que le siège est trop violent, que la population civile de Gaza est dans une situation humanitaire qui est une situation intenable aujourd'hui. L'ONU a même rappelé, c'était lundi je crois, qu'un siège de ce type était contraire au droit international, fermez les guillemets. La question c'est, faut-il vraiment que la population civile de Gaza paye collectivement pour les crimes du Hamas, Raphaël Morave ? S'il faut, non. Mais d'autre part, un pays attaqué ne peut pas continuer à soutenir ses agresseurs, et c'est ça le dilemme. Le carburant qu'on livre à la bande de Gaza, ça va premièrement pour les véhicules et pour l'appareil du Hamas. L'électricité, c'est pour faire fonctionner leur industrie d'armement. Et malheureusement, la population est aussi touchée par cela. Mais il faut voir quel est le choix. Mais quel choix justement, parce que on peut pas sortir de Gaza. Est-ce qu'un couloir humanitaire est vraiment hors de question ? Est-ce que ça s'organise avant ces quelques jours, vous le disiez tout à l'heure, avant une offensive terrestre ? Alors ce n'est pas juste. La frontière égyptienne est ouverte. Et on sait bien que c'est très très compliqué pour les Gazaouis d'aller en Égypte. À l'heure actuelle, elle est ouverte vraiment pour permettre les personnes qui veulent évacuer d'y sortir. Et dans un certain sens, nous encourageons la population ne pas servir comme bouclier humain, parce que nous savons que le Hamas choisit délibérément des bâtiments publics, des écoles et des mosquées pour se cacher là-bas. Sauf que nous savons, vous et moi, monsieur l'ambassadeur, que l'Égypte n'est pas très enthousiaste à l'idée de recevoir énormément de gens de la bande de Gaza, énormément de Gazaouis. On sait bien que les relations entre le Hamas et l'Égypte ne sont pas bonnes non plus. Donc pourquoi l'Égypte aiderait-elle après tout les habitants de la bande de Gaza ? Est-ce qu'on a vu déjà, vous dites que c'est ouvert, on en a vu passer combien ? Des Gazaouis ? Je n'ai pas les données exactes, mais vu la gravité de la situation, il me semble que l'Égypte est plus souple et ça fait partie des contacts internationaux avec l'Égypte à ce sujet. On a entendu tout à l'heure un extrait de Benjamin Netanyahou qui disait qu'il parlait de « crush and destroy » Hamas, c'est-à-dire écraser et détruire le Hamas. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on puisse exterminer le Hamas ? Alors, on peut détruire une grande partie de l'infrastructure. Premièrement, les missiles qui continuent d'être lancés tous les jours sur Israël et toutes les armes qui sont lancées au-delà des frontières, et bien sûr tout l'arsenal de l'armement qui a été utilisé comme le 7 octobre dans cette attaque barbare sur nos populations. Après, il y a bien sûr l'appareil humain, tout ce qui dirige, les commanditaires de ces crimes horrifiants. Et c'est possible. Alors, est-ce que c'est à 100%? Peut-être pas. Mais le but, c'est que ce type de voisinage avec la bande de Gaza ne se répète pas. Ce qu'on se dit à chaque fois, Raphaël Morave, c'est que c'est exactement tout cela qui entraîne le pays de part et d'autre dans une spirale de violence et une spirale de vengeance. Ça veut dire que même lorsqu'Israël aura gagné, et en termes de supériorité militaire, ça finira probablement comme ça. On ne sait pas combien de temps ça durera, mais on sait que l'issue peut aller en tout cas dans ce sens-là. Et en même temps, la fragilité au fond d'Israël sera rigoureusement la même. Chacun au proie au même travers, quand les mêmes extrêmes des deux camps finalement restent dans le même chaos. Est-ce qu'on n'est pas là en train d'entrer dans la même spirale et cette même boule de neige qui rend tout le monde aussi faible que possible ? Non, écoutez, c'est pas une question de spirale. Il y a d'un côté le peuple israélien qui veut vraiment vivre en paix avec ses voisins et a fait les sacrifices nécessaires et toutes les conditions qu'il fallait. Et d'autre part, une population, surtout une classe des dirigeants de ces populations, que leur seule raison d'être, c'est anéantir l'État d'Israël. Oui, comme vous dites, une classe dirigeante. Oui, et donc, nous croyons sincèrement que l'élimination du Hamas va permettre à une autre, premièrement, va libérer la population de Gaza, de l'oppression depuis 16 ans du Hamas.
et va permettre d'installer un autre type de gouvernance et de gouvernement où l'autorité palestinienne elle-même qui devrait en fait prendre le contrôle. Justement, j'allais vous poser la question, la nature ayant horreur du vide, est-ce que c'est l'autorité palestinienne qui peut prendre la main ensuite, y compris sur Gaza? Je vous pose la question parce que Mahmoud Abbas, le patron de l'autorité palestinienne, on l'a si peu entendu depuis samedi. Alors, c'est vrai qu'il est silencieux, mais l'autorité palestinienne ou les territoires palestiniens, ça comprend également la bande de Gaza. Donc, la bande de Gaza est administrée par le Hamas, est très à part, et le Hamas a gagné à un moment des élections. Donc, on sait bien j'allais dire la guerre. Non, oui, c'est pas du terme approprié, l'énorme différence qu'il peut y avoir entre l'autorité palestinienne et le Hamas aujourd'hui et les relations qui sont les leurs. Et nous voyons les conséquences. Donc il est temps de rétablir le gouvernement de l'autorité palestinienne de la bande de Gaza. Mm-hmm. Parce qu'en fin de compte, on ne va pas faire 2 négociations pour résoudre le problème palestinien. Il y aura une seule négociation avec l'autorité palestinienne qui comprendra le sort de la bande de Gaza. Une autorité palestinienne qui a perdu beaucoup de son autorité, notamment due à la politique aussi d'Israël ces dernières années, non ? En premier lieu, parce que depuis 18 ans, oui, il n'y a pas eu des élections. Donc, c'est un gouvernement qui n'a pas de légitimité et qui est incapable, en pratique, de mener des négociations réelles avec Israël. Raphaël Morave, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Israël a bombardé deux des principaux aéroports de Syrie aujourd'hui, aéroports hors service, si je ne m'abuse, mais est-ce que ça veut dire que vous craignez des bases arrières et donc une extension, une régionalisation même totale de ce conflit ? Alors, c'est pas un nouveau événement qu'Israël fait des bombardements en Syrie. Chaque fois qu'on a des renseignements de ravitaillement ou de fourniture d'armements qui proviennent essentiellement de l'Iran, des fois à travers l'Irak, ça dépend. Mais donc il y avait certainement des renseignements. Je ne sais pas si c'est un hasard ou non, mais je sais que d'après la presse, j'ai vu que le ministère des Affaires étrangères iranien devait se rendre en Syrie aujourd'hui. Mais en tout cas, bien sûr, c'est pour écarter tout danger d'élargissement du conflit. Vous avez évoqué l'Iran, monsieur l'ambassadeur d'Israël en France. On sait bien que les liens entre le Hamas et l'Iran, on les connaît bien, mais les services de renseignement cités par le New York Times ce matin, vous avez sûrement lu ça vous aussi, disent que l'implication directe de l'Iran n'est pas évidente et que même les Iraniens ont été surpris à la fois par l'ampleur et par la violence de l'attaque du Hamas. Est-ce que ça vous paraît crédible ou pas ? Pas trop. Non, pas trop. Premièrement, dire que les Iraniens étaient surpris de l'ampleur de la violence, c'est vraiment... ça me fait rire. Enfin, en fait, c'est vraiment cynique de dire ça. Et enfin, le lien entre l'Iran et le Hamas est évident. C'est eux qui fournissent les finances, l'armement, tout le matériel et le soutien politique. Ouais. Là-dessus, c'est clair. Mais il parlait là de l'implication directe dans les attaques de samedi. Écoutez, ça dépend qu'est-ce que vous appelez l'implication directe. Est-ce qu'ils savaient à l'avance l'heure exacte de cette opération ? Peut-être pas, mais pour moi, ça c'est évident qu'ils ont donné le feu vert et laissé le Hamas de choisir peut-être le moment approprié. Mais il y a eu j'ai vu une interview d'un des leaders du Hamas qui semblait en Qatar, qui disait que depuis 2 ans, il préparait cette opération. Préparer une opération pendant 2 ans, c'est-à-dire que tu as tous les financements pour cela, tous les armements, et tout ça, ça vient d'où ? Ça vient de l'Iran. Et alors justement, sans que Israël ne le sache, c'est bien ce qui secoue en ce moment la société israélienne. Depuis hier, je le disais, un cabinet de guerre a été mis en place où sont entrés 2 représentants centristes de la politique israélienne, notamment Benny Gantz, qui prend désormais, qui est un ancien ministre de la Défense et qui est quelqu'un de très populaire en Israël aujourd'hui, qui prend désormais les décisions sur l'offensive à venir. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que Benjamin Netanyahou perd la main ou pas ? Il est toujours le Premier ministre et un cabinet de guerre, c'est-à-dire que voilà, il y a le Premier ministre, il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre des renseignements, enfin et voilà. Mais ça veut dire que même à ce moment-là, et le pays était dans un tel état de polarisation que l'union nationale au gouvernement semble être extrêmement difficile. On a bien vu que Yair Lapid a dit « moi j'y vais pas parce que l'extrême droite y reste ». Donc ça veut dire que même là, l'union nationale entre les politiciens israéliens est extrêmement difficile. Elle est extrêmement difficile, mais elle est nécessaire et je crois bien qu'elle va avoir lieu.
Elle va avoir lieu, mais pas encore. Oui. C'est une première. On est jeudi. Oui, c'est une première étape. Ok, c'est une première étape avec, comme vous avez dit, Monsieur Gantz qui est joint. Mais je crois j'espère bien que la semaine prochaine, on va voir plus de partis qui vont rentrer dans ce gouvernement d'union nationale. Donc, si l'extrême droite s'en va ? Pas forcément. Pas forcément. Une dernière question pour vous, Raphaël Morave. J'ai regardé votre compte Twitter, enfin celui de l'ambassade d'Israël en France. Et il y a un tweet épinglé. Et épinglé, c'est ceux qui sont tout en haut, en fait, et qu'on voit, c'est le premier tweet qu'on voit lorsqu'on ouvre votre page. Et sur ce tweet, vous dites « Condamner les attaques barbares du Hamas contre les civils israéliens ne fait pas de vous des pro-israéliens, ça ne fait pas non plus de vous des anti-palestiniens. » Vous vivez en France, Raphaël Morave, vous connaissez nos travers. Expliquez-nous pourquoi c'était important de mettre cette phrase en exergue. Parce que je pense qu'on peut être pro-palestinien et anti-Hamas et condamner les actes barbares de l'ampleur qu'on a vus. Et ça ne sert ni la cause palestinienne également, ni la cause de l'islam. Parce que moi, je fais une forte distinction entre l'islam et ce que le Hamas représente, qui n'a rien à voir avec l'islam. Et donc, c'est pour dire, voilà, que on lutte contre un phénomène de barbarie qui n'a rien à voir avec la cause palestinienne. Mais en France, visiblement, il faut le rappeler. Est-ce que vous craignez pour la communauté juive en France ou pas ? Je ne crains pas. Je suis confiant des mesures que le gouvernement français a prises. Elles sont fortes, elles sont vraiment appropriées. J'ai rencontré ce matin Monsieur Eli Korshia, le président du consistoire général, et qui m'a également témoigné de ce même ressentiment. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup Raphaël Morave, vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde. La discussion, elle se poursuit pour parler de cette visite d'Anthony Blinken à Jérusalem aujourd'hui. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Voilà, Anthony Blinken qui dit aux Israéliens, nous savons que vous pouvez vous défendre vous-même, mais tant que nous serons là, vous n'aurez pas à le faire, vous n'aurez pas à vous défendre tout seul. Bonjour Martin Cancet. Bonjour. Directeur du German Marshall Fund à Paris. Les mots d'Anthony Blinken, Secretary of State. Donc il y a eu d'abord des mots très poignants d'ailleurs sur sa propre famille qui a échappé au camp et qui marque évidemment l'attachement évident à Israël. Il dit à quel point les États-Unis et Israël seront l'un avec l'autre. Biden a même dit Israël a le droit de répondre fermement. Les choses au moins sont très claires entre les Américains et Israël, ce qui n'était pas forcément une évidence. Non, je pense que c'était quelque chose d'important pour Joe Biden, pour l'administration Biden, de faire preuve de clarté dès les informations concernant l'attaque terroriste de samedi matin. Le positionnement du président américain permet aussi de couper tout débat au sein de l'administration, au sein du Parti démocrate, et au-delà de ça, d'empêcher la question du soutien à Israël d'être utilisée par ses opposants républicains à des fins de politique intérieure. Donc c'est vrai que c'est un message très fort, très clair et qui a été exprimé très rapidement. Mais alors justement quand même, parce que vous l'avez dit, il y a à l'intérieur des problèmes importants, il n'y a pas de speaker à la Chambre. Aujourd'hui, la prochaine élection n'a toujours pas eu lieu. Et puis pas seulement, parce que ils n'ont pas été confirmés, comme on dit aux États-Unis. Il n'y a pas d'ambassadeur en Israël, il n'y a pas d'ambassadeur au Liban, il n'y a pas d'ambassadeur à Oman, autant que je sache. Est-ce que vous diriez que pour aider Israël, y compris pour y jouer un rôle diplomatique, est-ce que les États-Unis sont vraiment prêts ? On a l'impression que c'est tout l'inverse. Je pense que les problématiques que vous soulevez concernant la politique intérieure américaine sont vraies pour la politique étrangère américaine sur le temps long. Les États-Unis ont de plus en plus de mal aujourd'hui à développer des stratégies et à mettre en œuvre des vraies politiques de temps long. Maintenant, une réponse à la crise permet au président de prendre un certain nombre de décisions et d'envoyer ici le secrétaire d'État en Israël très rapidement et donc d'être présent. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Ce qu'on voit à la Chambre et donc les difficultés totales de consensus du côté du républicain va pas davantage affecter le long terme et la présence américaine dans le monde. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est plus leur terrain aux Américains. Il y a plus de lien avec le terrain. Il y a plus de relais même en fait dans cette région-là. Où est-ce qu'il en reste ?
Alors en effet, c'est une question qui se pose pour le Moyen-Orient, pour d'autres régions. Ouais. Un certain nombre d'ambassadeurs n'ont jamais été confirmés, et il y a cette problématique depuis le début de l'administration. Néanmoins, il y a un certain nombre d'acteurs à la Maison-Blanche qui sont directement en charge des affaires au Moyen-Orient, avec la relation avec Israël, et donc ce n'est pas non plus une sorte de vide dans lequel aujourd'hui Joe Biden doit opérer. Ce qui est intéressant dans la relation israélo-palestinienne et dans l'engagement des États-Unis, c'est que, on le sait, Joe Biden et Benjamin Netanyahou ne s'entendent pas. Il y a des tensions politiques importantes et qui ont véritablement été toxiques pour la relation depuis le début avec Joe Biden. On a bien vu depuis samedi que Joe Biden a complètement dépassé ces difficultés et a montré un visage de soutien total pour Israël. L'arrivée du porte-avions, je cherchais le nom, du porte-avions Gerald Ford, un croiseur aussi d'ailleurs et des destroyers du côté de la Méditerranée, est-ce que ça suppose un appui militaire américain très fort, notamment au moment du déclenchement de l'offensive terrestre ? Alors, il y a deux choses. Il y a un appui américain important dans le partage de renseignements, dans le partage aussi de certaines gestions de crise, la gestion des otages. Le déploiement du Gerald Ford en Méditerranée de l'Est, c'est d'abord un message de dissuasion vis-à-vis des autres acteurs de la région. C'est pas un message vis-à-vis du Hamas. Ce sont pas des forces militaires qui vont servir à soutenir Israël dans l'opération à Gaza. C'est d'abord une manière de dire à l'Iran et au Hezbollah ou à d'autres acteurs comme la Syrie que toute tentative d'utiliser cette crise pour attaquer Israël trouvera en face une réponse américaine très ferme, et il y a aujourd'hui les capacités militaires de le faire. Et tout en essayant aussi de maintenir certaines alliances. Je vous remercie beaucoup, Martin Cancet. Je dis ça parce qu'à l'instant, on apprend que Anthony Blinken va aussi se rendre en Arabie Saoudite, en Égypte et aussi aux Émirats. Merci beaucoup de votre passage chez nous. France Inter, le 18-20. Tous les soirs, dans Un jour dans le monde, un témoignage de part et d'autre de ce conflit. Ce soir, nous allons à Ramallah avec vous, Alice Froussard. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Et vous êtes devant un gymnase transformé en centre d'accueil pour les travailleurs de Gaza. Oui, ce sont tous les Gazaouis qui avaient un permis pour venir en Israël, ceux qui gagnent de l'argent en travaillant sur des chantiers, dans des usines, des supermarchés. Leur permis a été révoqué par les autorités israéliennes, alors ils sont devenus illégaux sur le territoire et n'ont nulle part où aller à cause de la situation à Gaza. Alors sur place, nous avons rencontré Shawan Jabarin, c'est le directeur général d'Al-Haq, c'est l'une des principales organisations palestiniennes de défense des droits de l'homme. Nous avons discuté de Gaza avec lui, mais aussi de la situation en Cisjordanie occupée, dont on entend peu parler. Écoutez-le. Dans le village de Kousra, vous savez, un homme et son fils ont été tués aujourd'hui par des colons. Ces colons étaient avec l'armée et la police. Ils étaient ensemble. Vous savez comment cela fonctionne militairement. C'est la combinaison de ces trois. Et ils attaquent les Palestiniens. Chaque jour, il y a des morts. Et il faut ajouter à cela le blocage de toutes les villes de Cisjordanie en ce moment. Elles sont coupées les unes des autres par des checkpoints. En plus de ça, les Palestiniens, par exemple, s'ils veulent aller en Jordanie ou rentrer en Palestine depuis Amman, ils ne peuvent plus. Nous parlons de milliers de personnes bloquées là-bas. Ils n'autorisent qu'un nombre très limité de personnes à passer. Ces routes fermées, ces restrictions de mouvement, en n'autorisant pas les gens à bouger en liberté d'un endroit à un autre, cela affecte absolument tout. Cela a un impact aussi sur les prix en Cisjordanie, celui des légumes, des fruits. Résultat, tout va à Israël. En ce moment, quelqu'un qui cultive des légumes à Hébron ne peut pas les emmener à Ramallah à cause des checkpoints. Les villes sont encerclées, les Palestiniens aussi, car c'est facile pour les Israéliens de seulement fermer la petite porte de métal devant chaque ville. En une minute, vous pouvez enfermer des gens et ne pas les autoriser à sortir des villes. Tout ça, c'est un système. C'est le système d'apartheid. C'est le système colonial. Si vous voulez utiliser les bons termes, c'est celui-ci. Et nous disons ça depuis si longtemps, depuis plus de 75 ans. Nous parlons de droit international, de justice, de liberté, de dignité, de droit à l'autodétermination pour notre peuple. Mais personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute, alors nous nous répétons. Alice Froussard pour le témoignage. Merci beaucoup. Le 18-20,
Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, c'est Sous les radars et c'est vous, Kevin Dufraîche. Au Gabon, où Sylvia Bongo, la femme du président déchu, est en prison. Le Monde à 18h50 et Louise Baudet. Bonsoir Louise. Bonsoir, l'élection législative de dimanche en Pologne est très incertaine. Et puis à la fin d'un jour dans le monde, on prendra le temps de faire un petit aller-retour à Bayeux, où nous devions être aujourd'hui si les circonstances avaient été différentes. Bayeux, prix Bayeux, Calvados, Normandie, des correspondants guerre. On discutera avec une professeure qui emmène ses élèves tous les ans. Elle est restée avec nous, on fait une petite escale d'abord à Liverpool avec un Américain, figurez-vous, quelque part entre les Beach Boys et les Beatles. Voici Jalen Ngonda, That's All I Wanted From You. Jalen Ngonda, That's All I Wanted From You sur France Inter. Sous les radars, Kevin Dufraîche. Au Gabon, d'abord, Kevin, où l'ex-première dame est en prison. 1 mois et demi après le coup d'état militaire qui avait fait suite à la réélection contestée du président Ali Bongo, Sylvia Bongo est donc passée de la résidence surveillée à la prison centrale de Libreville hier soir. Détention provisoire, procédure illégale et arbitraire, dit son avocat basé en France. Sylvia Bongo est franco-gabonaise. Il y a 10 jours, elle a été inculpée pour blanchiment, faux et usage de faux, soupçonnée d'avoir usurpé la signature de son mari. La junte au pouvoir l'accuse d'être celle qui dirigeait vraiment le pays depuis l'AVC d'Ali Bongo en 2018, avec également Noureddine Bongo, leur fils, qui lui est en prison depuis le premier jour du putsch. Et nous voici au Guatemala, qui vit au rythme des manifestations depuis 10 jours. En soutien à Bernardo Arévalo, le social-démocrate largement élu à la présidence de la République il y a près de 2 mois. Il doit être investi mi-janvier, sauf que des magistrats et notamment la procureure générale du Guatemala, Consuelo Porras, veulent empêcher son arrivée au pouvoir. Ils tentent de faire interdire son parti et ont ordonné l'ouverture des urnes contenant les bulletins de vote. Il faut dire que Madame Porras est, selon les États-Unis, l'une des personnalités les plus corrompues du Guatemala et que Bernardo Arévalo s'est justement fait élire sur la promesse de mettre fin à la corruption dans ce pays en grande difficulté économique. Nombreux sont les Guatémaltèques à tenter d'immigrer aux États-Unis. Et nous y voilà justement aux États-Unis où Birkenstock n'a pas tant la cote que ça. Entrée en bourse ratée pour la marque de sandales allemande qui avait annoncé il y a quelques semaines son arrivée à Wall Street. L'action introduite au prix de $46 de base est tombée à $40 en fin de journée, soit une baisse de près de 13 points. Un flop dès le premier jour, c'est plutôt rare et ce n'est pas très bon signe pour une marque d'une telle ampleur alors que Birkenstock veut s'exporter, notamment en Chine. Autrefois ringarde,
La birque est désormais plutôt chic en Europe et aux États-Unis, propriété de LVMH et vue même au pied de Margot Robbie dans le récent film Barbie. Mais pour l'instant, tout ça, visiblement, ça ne suffit pas. Voilà, c'est qu'on m'a pas vu avec mes birques. Kevin Dufresne, merci beaucoup. Louise Baudet nous attend, c'est Le Monde à 18h50. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et oui, ce soir, c'est en Pologne que nous allons, qui vote ce week-end. Stop ou encore 50+ avec les nationaux populistes du parti au pouvoir, le PiS, ou l'alternance pro-européenne et progressiste avec un revenant, l'ex-président du Conseil européen, Donald Tusk. Voilà le choix. Quelle Pologne, dans quelle Europe? Ce soir, vous nous expliquez pourquoi l'élection de dimanche est tout sauf jouée. Ouais, tout sauf joué parce que le pays est très divisé. Prenez le sujet de la campagne, les migrants. Pas les réfugiés ukrainiens accueillis à bras ouverts, en tout cas au début de la guerre, mais les migrants qui arrivent de beaucoup plus loin, amenés jusqu'à la frontière biélorusse par Loukachenko et Poutine, qui en font une arme de déstabilisation du camp occidental. Présentés comme des assassins et des violeurs par la propagande du parti au pouvoir, la Poste polonaise vient de distribuer un magazine avec en première page une photo de réfugiés entassés sur un bateau gonflable et ce titre « Ils arrivent, dites non à l'afflux d'immigrés illégaux ». Et voilà une outrance à la mesure de la campagne qui s'achève. Effectivement, campagne violente, nourrie de fausses informations et émaillée d'insultes. Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, les deux leaders se vouent une haine féroce depuis 2 décennies et leur projet antinomique épouse les fractures polonaises. D'un côté, la défense de l'identité, des valeurs conservatrices et catholique, le centralisme sans contre-pouvoir et la souveraineté dans une Europe des nations défendue par le chef du PiS, Jarosław Kaczyński. De l'autre, ce qu'il nomme le clan du rouquin Tusk, la plateforme civique qui propose de restaurer l'état de droit et de réarrimer la Pologne aux valeurs progressistes de l'Union européenne. Donc 2 projets politiques diamétralement opposés, Louise, mais l'un d'eux est-il majoritaire? Ben non, pas majoritaire à lui tout seul. Le combat des chefs dont je vous parlais ne résume pas le scrutin. Chacun pèse un gros ou un petit tiers de l'électorat et les scores des autres partis vont beaucoup compter. D'un côté, la Confédération, un mouvement libertarien d'extrême droite, oui, ça existe, à la fois concurrent et seul allié possible du PiS. De l'autre, 2 alliés probables de la plateforme civique, Nouvelle Gauche et les centristes de troisième voie. Mais ces petites formations qui sont essentielles pour Tusk feront-elles un score suffisant pour entrer au Parlement? Pas sûr. La donne s'annonce arithmétiquement compliquée, quel que soit le vainqueur lundi matin. Alors Louise, si on imagine que le PiS rempile pour 4 ans avec l'extrême droite en soutien, est-ce que cette perspective est inquiétante pour la démocratie polonaise? Mais ce qui est vrai, c'est qu'en 8 ans de pouvoir, le Parti droit et justice a transformé l'appareil économique, politique et judiciaire du pays. La comparaison est tentante avec la Hongrie voisine, tenue d'une main de fer par Viktor Orban. L'an dernier, l'opposition hongroise, pourtant parfaitement unie, n'est pas parvenue à déboulonner le leader autocrate. Tous les rouages du pays, notamment médiatiques, lui sont acquis. Et la majorité des 2/3 au Parlement, indispensable pour desserrer cette mainmise, est un rêve inaccessible pour l'opposition. Alors qu'en sera-t-il en Pologne si le PiS rempile? Le scénario à la hongroise ou à la turque d'ailleurs. Erdogan vainqueur au printemps alors qu'il était donné perdant. Ces scénarios-là sont le cauchemar de l'opposition polonaise. Louise Baudet, merci beaucoup. France Inter. Le 18-20. Je vous le disais tout à l'heure, nous ne voulions pas clore cette émission sans passer par Bayeux et le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. C'est là que nous aurions dû faire l'émission ce soir si les circonstances avaient été différentes. Là aussi que nous avions prévu, dans un téléphone sonne spécial, de donner la parole à une classe qui tous les ans vient à Bayeux parler avec les reporters, comprendre les mécanismes des conflits. Bonsoir Corinne Launay. Bonsoir. C'est vous, la professeure d'histoire géo. Aujourd'hui, on dit histoire géo, géopolitique et sciences politiques au lycée Jeanne d'Arc de Bayeux. Oui, je vous donne votre titre exact. Vous l'avez bien mérité. C'est avec vous et vos élèves qu'on devait discuter au téléphone sonne ce soir. C'est que partie remise, promis. On trouvera une autre manière. Ça fait 3 ans que vous emmenez votre classe au prix Bayeux. Corinne Launay, guerre et paix, c'est même au programme. C'est le titre d'un programme. Cette année, vos élèves ont été vraiment rattrapés, en gros comme tout le monde d'ailleurs, par le conflit israélo-palestinien, dont j'imagine que dans leur petite tête à eux, dans leur jeunesse à eux, tout ça leur paraissait tellement loin. Oui, c'est vrai. C'est des choses qui deviennent vraiment très actuelles pour eux. Et c'est vrai que notre programme il fait vraiment là-dessus. Hein. On a un thème dans l'année qui s'appelle Faire la guerre, faire la paix, donc par lequel je commence toujours parce que ça s'adapte bien avec notre prix Bayeux. Donc voilà, ça fait 3 ans que moi je l'encadre avec d'autres collègues. Hein. Je suis pas toute seule. On est plusieurs enseignants dans cette équipe pour emmener le maximum de nos élèves, aussi bien des élèves de fin de collège que des élèves de lycée, de seconde, de première
secondaire et puis de terminale, puisque moi je suis enseignante en terminale. Donc voilà, pour les sensibiliser à tout ça, pour leur faire comprendre que ce ne sont pas que des choses que l'on voit dans les livres, malheureusement, et que voilà, c'est tout à fait d'actualité. Ça veut dire que lundi matin, vous avez sorti les cartes, voilà comment ça se passe, voilà où c'est, voilà ce qu'il faut comprendre. Comment vous avez fait lundi ? Alors malheureusement, on en avait déjà parlé avant, puisque dans notre programme, on a le thème conclusif qui est sur le Moyen-Orient. Donc on en avait parlé la semaine dernière pour dire voilà, on va clore un petit peu le chapitre et on va démarrer quelque chose sur le prix Bayeux. Et effectivement, voilà, ça nous a rattrapé lundi matin. Il a fallu revenir sur tout ça. Ils étaient aussi contents d'avoir eu quelques clés de lecture, parce que c'est pas toujours évident pour eux. On parle du Hamas, du Hezbollah, des choses comme ça, mais pour eux c'est vraiment très abstrait. Donc voilà. Et puis les images ont été choquantes. Et alors justement, Corinne Launay, là-dessus, parce que vos élèves, j'imagine, comme tous les élèves, comme tous les jeunes de leur âge, s'informent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez d'abord s'ils ont vu les images qui ont été extrêmement violentes ? Je pense qu'ils en ont vu quelques-unes. Oui, c'est ça. Bon, alors ils avaient aussi, on avait travaillé pas mal aussi sur l'Ukraine, parce que cette année, on a majoritairement l'Ukraine au prix Bayeux. Donc ils avaient déjà des choses, mais on n'est pas revenu en détail parce que malheureusement, on est dans la semaine prix Bayeux et on enchaîne. Mais on va retravailler ça forcément la semaine prochaine. Mais ils ont vu aussi des choses très très difficiles. On a vu des choses cet après-midi sur le documentaire vraiment extraordinaire sur Afghan, et ça les a bouleversés, quoi. Donc il y a plein d'images, de choses sur lesquelles il va falloir revenir, c'est certain. Le documentaire Afghan de Solène Chavron, qu'on aurait dû croiser à Bayeux aussi, si on avait pu y aller. Est-ce qu'ils savent ? Est-ce que maintenant, justement, parce que vous venez depuis 3 ans et parce que vous travaillez sur ces sujets, est-ce qu'ils savent faire la part des choses, justement, entre les images des journalistes et les images de propagande qui se déversent, y compris sur les réseaux sociaux et ailleurs, des images qui peuvent parfois même venir des organisations terroristes. Le Hamas fait de la propagande comme les autres. Oui, on essaye à notre petite échelle, parce que voilà, on n'a pas non plus la possibilité toujours nous de comprendre tout en détail, on va dire, mais oui, on essaye de leur faire comprendre le monde. Moi, c'est l'objectif, c'est pas de faire des gens qui vont forcément faire la science politique après, mais c'est de faire des citoyens de demain, donc qui puissent comprendre le monde dans lequel ils vivent, qui puissent se faire leur propre jugement, avoir un esprit critique. Donc ils sont très peu nombreux à lire les journaux, bien sûr, mais ils s'informent sur pas mal sur tous les réseaux sociaux. Et donc l'idée, c'est vraiment de les mettre, qu'ils mettent à distance toutes les informations qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent chercher d'autres informations que celles qu'ils peuvent avoir au premier abord, pour essayer de faire aussi leur propre vision des choses. Et ce matin, on a rencontré Patrick Chauvel, et c'était très intéressant, qu'il leur a bien expliqué. Grand photographe qui a fait à peu près tous les conflits de la planète, Patrick Chauvel. C'est ça. Et donc, c'était aussi très, très intéressant pour eux, qu'il leur a bien expliqué qu'effectivement, il fallait faire attention à tout ce qui était fake news aujourd'hui. Et faire confiance aux vrais photographes comme lui, et pas aux faux photographes qui savent utiliser et manier les photos sur leurs ordinateurs. Désormais, c'est important. Et lui, c'est vraiment un vieux de la vieille. Corinne Launay, je vous remercie 1000 fois. Vraiment, on en prend l'engagement. On reviendra vous voir. On parlera devant vos élèves pour rattraper ce rendez-vous manqué. Le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Évidemment, ils continuent et on les salue très amicalement. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h présenté par Aline Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, avant l'intervention d'Emmanuel Macron, qu'on va d'ailleurs suivre ensemble, on regarde comment notre classe politique réagit à ce conflit en cours. Il y a beaucoup à dire. Et figurez-vous qu'on parle beaucoup de la France insoumise déjà. Je ne comprends pas, dit Catherine, pourquoi on continue à ostraciser les filles alors que selon moi, ils contextualisent assez bien la situation et cherchent à trouver un juste équilibre. Et pourtant, je n'aime pas Mélenchon. Anne, c'est l'inverse. Je suis de gauche, mais je ne souhaite pas que mon parti continue à travailler avec LFI. Et je souhaite qu'on puisse continuer à réfléchir sereinement sans l'épée de Damoclès, Panot ou Mélenchon au-dessus de nos têtes. Tout ça, ça se passe au 01 45 24 7000. Vous êtes chaud, continuez sur WhatsApp. C'est le même numéro pour vos notes vocales et aussi pour vos messages avec les pouces.